Bonjour, si vous êtes un accro de la performance et des voitures de caractère, voici de quoi exciter à présent votre appétit. C'est tout nouveau, c'est signé Renault Sport. Clio 2 litres, 16 soupapes, à l'essai dans quelques instants dans Turbo. Saviez-vous que dans quelques années, les tableaux de bord de nos voitures vont se transformer en véritables postes de pilotage? Pour en savoir un peu plus sur ces nouvelles technologies, un seul centre d'information aujourd'hui, bien entendu, c'est Turbo. Enfin, la période étant au bus glacé, nous nous rendrons en toute logique à la montagne pour assister au coup d'envoi du 11e trophée sur glace la semaine dernière à Val Thorens. En attendant le missile Clio, la version à moteur 3 litres, V6, 24 soupapes, 250 chevaux, dont la sortie en production limitée est prévue avant fin 2000, voici de quoi vous faire patienter, vous entraîner, bref, vous faire les dents. Initiée et conçue par Renault Sport, Miss Clio se fait d'ores et déjà aujourd'hui plus mordante avec cette nouvelle version que vous fait essayer à présent Lionel Robert. Renault s'est fâché. Si, le sextuple champion du monde de Formule 1 en avait assez de passer pour un marchand de voitures sans moteur. Son département compétition, baptisé Renault Sport, a pris les choses en main. Une Renault avec des chevaux en vente libre, ça existe, la preuve, la Clio RS. RS pour Renault Sport, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Extérieurement, la RS inspire le respect. Bouclier et becquet spécifiques, voie élargie, châssis surbaissé et jantes de 15 pouces, le bébé argenté marque son territoire, va y avoir du sport. À bord, pas de chichi, mais de l'efficace, comme les sièges baquets ou le volant au revêtement antidérapant, du soigné comme le pédalier et le pommeau de levier en alu, ou du suggestif comme les compteurs à fond blanc. Si on l'aime pour son physique, la RS, on l'aime d'abord pour son moteur. Un honnête 2 litres 16 soupapes comme celui du Scénic à papa, passé entre les mains de Mecachrome et des ingénieurs de Renault Sport. Résultat, 30 chevaux de gagné et 100 turbos s'il vous plaît. Les accélérations impressionnent, mais ces 172 chevaux déçoivent un peu en reprise, équivalente à celle d'une 206 S16 de 140 chevaux. Vive et précise, la RS a quand même un sacré répondant. Sa puissance est exploitable et la qualité du comportement permet de se faire plaisir avant de se faire peur. Sur le sec, elle est vissée au bitume et enchaîne les portions sinueuses avec un talent évident. D'autant que la commande de boîte et le freinage très saignant sont dans le même tempo. Clin d'œil à la Formule 1, en limite zone rouge, une diode verte indique qu'il est temps de passer le rapport supérieur. Un bon conseil tout de même, quand on flirte avec les 7000 tours, mieux vaut fixer son attention sur la route que sur la diode. Quand l'adhérence décroît, le manque de motricité et l'absence d'antipatinage obligent à élargir les trajectoires. La RS trouve alors ses limites. Le confort de suspension ferme, mais en parfaite adéquation avec le comportement dynamique, exige un dos musclé, mais il ne torture pas les lombaires. Si vous trouvez la Clio RS un peu bruyante, c'est que vous êtes déjà largement au-dessus des vitesses permises. Dans la dynastie Clio, la RS se connaît une aïeule de renom, la Williams, lancée en 1993. La comparaison était tentante. Nous avons donc demandé son avis au propriétaire heureux d'une petite bombe bleue. Elle est très belle. Elle est très belle en mouvement, cette voiture. Beaucoup plus trapue que l'autre, beaucoup plus agréable à l'œil. Les lignes sont beaucoup plus courbes, moins agressives, mais très jolies. On est mieux les installés et on est bien tenu sur les côtés. Je crois que ce qui s'est le plus amélioré, c'est au niveau de la direction. C'est vraiment sensible. Il est un peu plus ferme que l'autre, mais beaucoup plus précise. On a beaucoup moins la sensation de vitesse dans celle-là que dans l'autre. Tout est atténué, aussi bien les bruits, le bruit moteur que les bruits extérieurs. Ça tient à quoi ça? À mon avis, ça tient à une qualité d'isolement entre le compartiment moteur et le compartiment habitacle qui a été amélioré nettement. Et en plus, la RS d'aujourd'hui coûte le même prix que la Williams d'hier, avec ses 22 chevaux de moins et son équipement de radin. La nouvelle venue a donc de quoi voir venir la concurrence qui, pour l'instant, n'existe pas vraiment. Et le pire, c'est que le meilleur est à venir. En septembre prochain, Renault commercialise la Clio V6, une propulsion de 250 chevaux. La Clio RS n'est proposée qu'en une seule version. Son moteur 2 litres 16 soupapes développe 172 chevaux à 6250 tours, pour un couple maxi supérieur à 20 mètres-kg. Son équipement très complet intègre l'ABS, 4 airbags, 2 frontaux et 2 latéraux,
La climatisation, la sellerie et le volant mi-cuir, mi-alcantara, la radio CD, les jantes alu et la peinture métallisée. Son prix enfin, 134 900 francs pour 10 chevaux fiscaux. Et l'alcool au volant? Eh bien justement, parlons-en. À l'approche des libations des fêtes de fin d'année, sans la moindre intention de ma part de moraliser ni de ternir ces moments, on l'espère tous, uniques, eh bien, il m'a semblé néanmoins indispensable de vous rappeler que ce fléau représentait rien qu'à lui seul 40% des accidents mortels sur nos routes et qu'il tuait malheureusement aussi un nombre croissant de jeunes. Et pourtant, dans une France où l'on a presque érigé en hymne national que boire un petit coup c'est agréable, il existe des moyens simples, pas contraignants et sympathiques d'éviter la fatalité, l'accident. Enquête de Barbara Klein. 132 morts en 4 jours, c'est le lourd bilan des fêtes de l'an dernier. Pour la plupart, les victimes avaient moins de 25 ans. L'alcool est la première cause de mortalité sur la route des jeunes de cet âge. À eux seuls, ils représentent un quart des tués chaque année. Des jeunes souvent inexpérimentés aussi bien du point de vue de la conduite que de la boisson, ce qui les rend encore plus vulnérables s'ils conduisent avec un petit peu trop d'alcool dans le sang. Pour éviter l'accident, certains s'organisent. Alors ce soir, nous nous sommes retrouvés ensemble pour prendre un verre. Certains prendront une boisson alcoolisée, d'autres non. Moi, je ne boirai pas d'alcool ce soir parce que je suis chargé de raccompagner le reste de la bande à la maison. C'est vrai que l'alcool fait partie de la fête. C'est vrai que quand on va dans une soirée, on a plutôt tendance à boire parce que bon, c'est vrai que je dirais l'alcool n'apporte pas le plaisir, mais Ça y contribue. Ouais, ça y contribue et... Jean-Michel et Jean-Baptiste se relaient à chaque fois qu'ils sortent avec le groupe, déterminant qui boit et qui conduit, une attitude appréciée par les filles qu'ils raccompagnent. Quand je me fais accompagner, je ne me pose pas vraiment la question parce que je ne conduis pas, donc je compte sur eux et même en passant, si je les vois prendre un verre, ça va, la deuxième fois, je ferai une remarque. On compte sur eux, c'est une question de confiance. Si un jour, une des personnes avec qui je sors habituellement se mettait à boire et se retrouvait en état d'ébriété, eh bien, je peux vous assurer que je préférerais rentrer à pied plutôt que de monter en voiture avec eux. Ce contrat moral ne signifie pas que ces jeunes s'interdisent de boire, au contraire, ils boivent, mais ils sont conscients des limites à ne pas dépasser. 2 verres. 0,5 g d'alcool dans le sang. Ça correspond à 2 verres. 2 verres de vin ou un apéritif et un verre de vin, je pense que c'est raisonnable et au moins il n'y a pas de danger. Mais attention, la tolérance à l'alcool varie d'un individu à l'autre selon son sexe ou son poids par exemple. Seul moyen alors de vérifier son alcoolémie, l'éthylotest qui est parfois mis facilement à la disposition du public. Les éthylotests sont disponibles gratos ce soir à l'introduction. Exemple à Bordeaux où à la sortie d'une discothèque, on fait de la prévention. On est là pour vendre de l'alcool, c'est tout à notre bénéfice, mais il faut sensibiliser la clientèle de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Avoir des gens sous, ça n'a pas tellement d'intérêt pour personne. Autre initiative de certains patrons de boîte, la mise en place de navettes pour ramener les jeunes chez eux. Malheureusement, ce genre d'action n'est pas assez répandu en France et ne se pratique souvent que l'été. Enfin, sachez qu'une grande opération se met en place pour le prochain réveillon. Il s'appelle les Saint-Bernard, ce sont des bénévoles de la Croix-Rouge répartis dans toute la France qui, sur simple appel, se chargeront de raccompagner gratuitement chez eux les fêtards. Saint-Bernard de l'an 2000, bonjour. La nuit 31 décembre, les Saint-Bernard délivrent un message aussi quand même. Et leur message c'est: ce soir, vous avez fait la fête, vous avez un peu trop bu, c'est pas condamnable, un soir de réveillon. Donc on vous condamne pas, on vous ramène chez vous. Mais par la suite, tout au long de l'année, vous allez de nouveau faire la fête forcément. Pensez à ce que des bénévoles ont fait au cours de ce réveillon-là. Mieux vaut donc prendre sur soi. En voiture tout le monde. Et à l'image de certains, s'organiser entre amis, histoire d'avoir toute sa tête pour faire la fête. Des cadrans rectangulaires, ronds, carrés, ovoïdes qui apparaissent ou s'effacent selon les besoins du conducteur. Un étonnant mélange d'affichage traditionnel et par cristaux liquides. Dans les toutes prochaines années, et comme dans les avions, la moindre indication, le moindre contrôle vous parviendront instantanément au tableau de bord grâce à des nouvelles technologies que vous présente maintenant Christophe Chevalet. Vous pensez être dans le cockpit d'un avion, ou même aux commandes d'un vaisseau spatial.
Eh bien non, vous êtes dans une voiture, ou plus exactement dans un concept car baptisé Spirit. Voilà comme on imagine la planche de bord du futur. Si elles ont peu évolué depuis les années 70, elles vont dans les 10 prochaines années subir une véritable révolution avec l'arrivée du multimédia. Nous sommes ici près de Francfort chez VDO Mannesmann. Dans ce laboratoire, on est en train de développer l'électronique qui permettra d'accéder à ce multimédia. Au sujet des compteurs, les traditionnels cadrans à aiguilles vont tirer leur révérence au profit de superbes écrans à cristaux liquides. On va pouvoir à sa convenance modifier l'affichage. Par exemple, vous pourrez choisir entre une présentation classique avec des aiguilles ou digital façon jeu vidéo qui enchantera, c'est sûr, vos enfants. Alors question, comment va-t-on intégrer ce multimédia dans nos tableaux de bord? Le multimédia devra être intégré d'une façon la plus simple possible pour être abordable par tous. C'est-à-dire que la planche de bord ne va pas se transformer en ordinateur réellement, mais devra proposer les mêmes services que l'ordinateur, mais d'une façon beaucoup plus discrète. Toujours dans cette idée de personnalisation, on va encore plus loin avec la prise de l'empreinte digitale qui permet d'identifier le conducteur. Ainsi, automatiquement, l'ordinateur de bord ajuste très précisément la position de votre siège. Pour le multimédia, un écran digital a été positionné au centre du tableau de bord. Ainsi, on pourra accéder à de très nombreuses fonctions, comme le guidage à l'aide d'un système de navigation. Écouter de la musique avec la radio ou un lecteur de CD audio. Regarder un film à l'aide d'un lecteur DVD, mais pour les passagers uniquement. Enfin, en passant par le réseau téléphonique, on pourra accéder à de nombreux services, comme par exemple réserver une chambre d'hôtel ou connaître les prochaines stations-service. Cela semble très intéressant, mais on peut tout de même se poser la question, comment va-t-on commander toutes ces fonctions? Aujourd'hui, les technologies permettent d'avoir plusieurs interfaces entre le multimédia et l'usager. Et je crois que le choix va se faire par l'usager. Je pense que parler à une voiture n'est pas quelque chose d'aisé pour tout le monde. Néanmoins, pour le téléphone, on envisage d'utiliser la reconnaissance vocale pour composer le numéro. Cela semble, après tout, logique. 0, 4. L'autre interface possible, c'est un écran tactile disposé aussi au centre du moyeu du volant, qui pour l'occasion est fixe. À l'aide de votre doigt, il ne vous reste plus alors qu'à écrire les chiffres les uns après les autres, et l'ordinateur composera automatiquement le numéro. Autre avantage, on pourra utiliser cet écran tactile comme une souris d'ordinateur pour accéder à des fonctions ou écrire un email. Enfin, on pense même à équiper les planches de bord d'une petite caméra pour le visiophone. Autrement dit, vous serez filmé lorsque vous serez en conversation téléphonique. Comme on vient de le voir, nos voitures vont devenir de véritables ordinateurs roulants. Mais avec autant de fonctions embarquées, c'est autant de sources de distraction. Alors, après le téléphone en voiture, on peut tout de même se poser des questions sur la vigilance des conducteurs de demain. C'est devenu désormais un classique du sport automobile français. Après la pub dans Turbo, le coup d'envoi du 11e trophée sur glace. Alors, à tout de suite. Coup d'envoi la semaine dernière à Val Thorens de la saison sur glace 99-2000. Première des 7 manches de cette 11e édition du Trophée Andros qui s'achèvera sur une super finale en nocturne le 12 février au Stade de France à Paris. À Val Thorens pour Turbo, Pierre-Yves Godilla. C'est reparti pour le grand cirque des glaces. La caravane de l'Andros a repris le chemin des montagnes après un an d'abstinence. Les rois de la glisse sont donc survoltés à l'idée d'étraîner leur nouvelle machine, qu'ils soient moto ou auto. Les spécialistes de la discipline se sont retrouvés à Val Thorens pour leur première confrontation à 2300 mètres et sous la neige. Muller, Malcher, Tarès et consorts ont donc ouvert les hostilités avec une première remarque. Les voitures sont de plus en plus efficaces et Marcel compte bien conjurer le sort qui le relègue à la place de Poulidor des Glaces depuis 4 ans. 4 places de vice-champion derrière le terrible Muller. Marcel est toujours au contact avec une voiture très efficace. On aimerait bien maintenant le voir devant. Mais au fait Marcel, quelles sont les qualités pour être devant ? Technique, psychologique, à tous les niveaux, il faut être performant parce que les équipes contre lesquelles on se bat, Nissan, Opel, Peugeot, les autres, laissent pas grand chose au hasard. Mais qu'est-ce qui motive cet Yvan Muller pour toujours gagner ?
À la fin de l'hiver dernier, j'avais dit qu'éventuellement je voulais pas y revenir parce que c'est vrai que gagner 4 fois, quoi faire de plus? Et finalement, ce qui m'a motivé à revenir, c'est le plaisir de conduire des autos aussi puissantes, aussi légères, sur un terrain aussi glissant. Et quand on arrive à la dominer, il y a une sensation qu'on a nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs pour rencontrer Pierre et Emmanuel Collard, l'éternel Jean Ragnotti, Jean-Pierre Malcher, David Hallyday, Dérault, la dernière coqueluche de chez Opel ou encore l'inamicale poignée de main entre Tharès et Snobeck. Au bilan, on prend les mêmes et on recommence avec un team Opel archi-dominateur, un Tharès survolté, donnant un podium final Muller, Tharès, Hillary. Bref, ça ne change pas. Attention, votre voiture intéresse les voleurs. C'est l'alerte lancée par la gendarmerie nantaise qui pose depuis quelques jours des tracts sur les pare-brises des modèles les plus volés. Des tracts qui rappellent les règles de sécurité de base, comme ne pas laisser les clés sur le contact ou bien ne rien laisser d'apparent dans le véhicule. Une campagne utile en cette fin d'année, période où les vols sont les plus nombreux. Merci, monsieur le gendarme. 40 000 francs, c'est le prix d'un nouveau radar qui peut mesurer la vitesse à une distance de 500 mètres. Et oui, rien n'est trop cher pour faire respecter la loi, mais détrompez-vous, ce radar reste plus économique que les autres qui coûtaient entre 80 000 et 280 000 francs. Pour ceux équipés d'un appareil photo, il était temps de faire des économies en ce domaine. La catastrophe du tunnel du Mont-Blanc a entraîné une expertise de l'ensemble des tunnels routiers français. Conclusion, leur état général est jugé satisfaisant, mais des travaux plus ou moins importants ont été demandés un petit peu partout en France. Le coût du chantier s'élève à 2 milliards de francs, une somme financée par l'État et par les concessionnaires des tunnels. L'État qui ne semble pas pressé puisque ce n'est que l'année prochaine qu'il débloquera 150 millions. Rappelons que le tunnel du Mont-Blanc était en 1998 la deuxième infrastructure française la plus rentable pour l'État. Le permis de conduire pourrait être modifié courant 2000 pour éviter les violences verbales ou physiques des recalés qui passent de plus en plus souvent leurs nerfs sur leur examinateur. Mais avant cela, des essais vont être faits sur 6 mois. Dans le Val-de-Marne et l'Isère, les candidats recevront les résultats de leur examen par courrier. Dans le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Vienne et la Seine-Saint-Denis, il leur sera donné dans un local à part. Tout ça pour éviter l'habitacle de la voiture où l'intimité forcée pouvait créer de sérieuses tensions. Certes, les coupés Celica se suivent, mais en tout cas, ils ne se ressemblent pas. Pour cette nouvelle et 7e version qu'Étienne Brouet va vous faire découvrir et essayer dans un instant, Toyota a en effet abandonné les formes fluides, bio-design de la précédente génération au profit aujourd'hui d'une ligne racée et ciselée. Généralement destinés à plaire au plus grand nombre, les modèles japonais nous ont souvent habitués, il faut bien l'avouer, à des produits synthétiques, aux lignes insipides et sans saveur. Les précédentes Celica n'avaient jusqu'à présent pas véritablement échappé à la règle. Dans son nouvel habit de lumière, la toute dernière suit la mode avec une certaine réussite, son petit look étant plutôt sympathique. La règle veut que les nouvelles versions prennent de l'embonpoint. Ce n'est pas le cas de la Celica puisque son gabarit a été revu à la baisse. Avec ses 4,33 m de long, elle perd 9 cm par rapport à sa sœur aînée. Régime sans sel aussi puisqu'elle maigrit d'une bonne poignée de kilos tout en ayant gagné en rigidité. Côté design, l'angle et la pointe semblent être les maîtres mots. Sa robe, faite d'arêtes marquées, rappelle incontestablement le fameux New Age design des Fords actuelles. Je suis pas sûr que ça vieillisse très bien. La face avant est très jolie, très agressive. La face arrière, elle est un tout petit peu plus fluette. Et on a un peu l'impression qu'on a collé une face avant d'une auto et une partie arrière d'une autre voiture. Les deux s'accordent pas forcément très bien, mais bon, on va peut-être s'y habituer. Le studio de style californien a pourtant réussi une jolie synthèse des tendances américano-germaniques actuelles et a donné le jour à une silhouette dynamique doublée d'un regard qui ne laisse pas insensible. C'est à l'intérieur que les choses se gâtent. L'habitabilité est insuffisante pour être à l'aise. Pour accéder à l'arrière par exemple, il faut obligatoirement emprunter ce chemin, puisque seul le siège avant droit s'avance. Pratique. Pire, une fois assis, vous aurez le choix entre observer votre pantalon ou vous cogner la tête dans la lunette arrière. Un conseil, vivez seul ou à deux pour ce genre d'auto.
L'ergonomie est dans l'ensemble plutôt bien étudiée, quelques rangements astucieux et situés à bonne distance du conducteur. La finition reste soignée. Quant aux équipements, la Celica propose une palette assez large en série comme l'ABS, la climatisation et les airbags frontaux et latéraux. Le moteur est assurément son principal point faible. Plus bruyant que réellement mélodieux, ce 1800 cm3 multi-soupape à distribution variable développe 143 chevaux, trop léger pour affirmer ses prétentions sportives. Équilibré cependant, ce coupé tient correctement le pavé dans les parties sinueuses grâce notamment à la qualité de l'amortissement, rarement prise en défaut. La motricité reste cependant moyenne et le freinage pas terrible, un manque de tempérament que la boîte 6 ne peut compenser. Une sixième d'ailleurs qu'on ne passe jamais si on n'y pense pas et qui n'est là uniquement que pour diminuer les nuisances sonores et les consommations. À 149 500 francs, la Celica fait partie de la classe moyenne du marché. Elle n'est pas là pour voler la vedette à un coupé 406, mais avec de bons atouts d'équipement et une garantie de 3 ans, elle devrait sans doute trouver sa place et couler encore quelques jours heureux. Eh non, ce n'est pas parce qu'elles sont plus petites que les autres qu'elles sont moins chères pour autant. Un constat que vous pouvez faire en feuilletant régulièrement les pages de notre confrère La Gazette de l'Hôtel Drouot, où sont rapportés les résultats de vente aux enchères de voitures miniatures. Plusieurs dizaines de milliers de francs pour certains modèles très rares. Encore faut-il qu'ils soient à la fois dans leur emballage d'origine et à l'état neuf. Logique, me direz-vous, mais allez faire comprendre ça à des enfants. Cédric Fesch pour le reportage. 250 ici, 80 au fond. 250 sur ma droite, bien vu. 80. 300. Non, bien vu, 300 francs. Adjugé 300. 300 francs, c'est le plus souvent le prix auquel sont adjugées ces voitures à l'échelle 1/43e. On est loin du record atteint récemment par une 2 chevaux fourgonnette de 1958, 72 000 francs. Le marché de la miniature de collection a tout simplement suivi celui de l'immobilier ou de l'œuvre d'art. Avant 1991, les cours ont flambé et après la guerre du Golfe, tout s'est écroulé. En 20 ans, la salle des ventes de Chartres s'est taillée une réputation de spécialiste dans l'univers de la voiture miniature. Chaque année, les enchères attirent quelques 200 personnes, prêtes à parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour assister à cette vente. Ce jour-là, le catalogue répertorie 700 lots. Les collectionneurs et les marchands l'ont reçu à leur domicile plusieurs jours auparavant. Ils le connaissent par cœur. Il s'agit maintenant de vérifier l'état réel des véhicules qui les intéressent et chaque détail est important. Un éclat de peinture suffit à faire chuter la cote d'un modèle et plus personne n'ignore aujourd'hui l'importance de l'emballage d'origine. Quand on a commencé, si vous voulez, la vente d'enchères il y a 20 ans, le 43e, on a eu toute une collection. Et la personne, si vous voulez, avait mis des boîtes à part. On a vendu les modèles sans les boîtes, bien sûr. Les boîtes, on les avait mis dans un sac poubelle qu'on avait sorti. Et le soir, on entendait du bruit. Et en fin de compte, vous aviez 10 collectionneurs qui étaient en train de fouiller pour retrouver les boîtes. Donc ça a une importance, si vous voulez, ça dévalue l'objet au moins de 40%. En regardant ces images, vous reconnaissez certainement des voitures que vous avez possédées lorsque vous étiez enfant. Voici ce qu'elles valent aujourd'hui, en état neuf et dans leur boîte. 300 francs pour ce porte-voiture, 650 pour cet engin militaire, 840 pour ces boîtes vides, 350 pour le camion de pompier et 1700 pour ce camion publicitaire. De quoi vous donner de profonds regrets d'avoir laissé les vôtres au fond d'un bac à sable ou de leur avoir infligé de nombreux accidents. Mais la vedette de cette vente, la voici, la DS présidentielle. Son état est exceptionnel. Le commissaire-priseur compte faire monter les enchères à 3 500 ou 4 000 francs. Reste à trouver l'acheteur. Oui, la DS présidentielle peut m'intéresser, oui, parce qu'il y a toujours... Jusqu'où j'irai? J'irai jusqu'à 2005. 2200, 2300, 2400, 2500, 2500 sur la gauche. Adjugé 2500. Il est content, il est pour ça. La DS a été adjugée 2500 francs, c'est 1000 francs de moins que ce qu'espérait le commissaire-priseur, mais c'est la limite que s'était fixé notre acheteur potentiel et il n'a pas surenchéri. Je vous rappelle que je suis là pour acheter et pour revendre et que, en règle générale, j'essaye d'acheter un tout petit peu moins cher que ce que je ne revends. Depuis que les cours se sont effondrés, les marchands sont frileux. Il n'y a plus guère que les passionnés pour investir. Eux ne se soucient pas de la revente, ils cherchent avant tout à cultiver leur jardin secret.
Nous étions aujourd'hui sur le circuit du Luc et aux alentours de la ville du même nom, dans le Var, pour vous faire découvrir et essayer cette nouvelle version de Clio 2,16 litres soupape, conçue et développée par Renault Sport. Le week-end prochain, les 18 et 19 décembre, ce sera le dernier turbo de l'année avec un invité exceptionnel, un très grand champion. Tu vas bien? Bien, ça va, oui. Merci de nous recevoir. Excellente semaine sur M6 et donc rendez-vous le week-end prochain à Guyancourt chez Prost Grand Prix avec Alain Prost. Au revoir.